Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Vous aviez eu quelques hésitations à vous prononcer. Nous sommes tout à fait ravis de vous avoir entendu, ne serait-ce que parce que vous avez rendu hommage au rôle de l'université qui se distingue effectivement d'autres institutions sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, je suis tout à fait honoré de présider cette séance matinale de ce grand colloque consacré au Parlement et au temps. J'avais effectivement eu l'intention aussi de le dire, comme vient de le dire Monsieur le Secrétaire général, de souligner le bicaméralisme qui honore ce colloque et un bicaméralisme qui est parfaitement égalitaire, au moins dans le temps, puisqu'il y a une journée pour chaque assemblée. Et l'on sait que le bicaméralisme dans les institutions de la Ve République française n'est pas toujours égalitaire. Mais là, il l'est, et c'est, je crois, une très bonne chose. Malheureusement, je n'ai pas pu assister aux travaux de la journée d'hier, donc je me garderai bien de dire des propos sur le fond, parce que j'ai sans doute raté des choses tout à fait essentielles. Et donc mon rôle se contentera d'être un rôle de président, plus ou moins muet, mais simplement avec une tâche essentielle qui consiste à garder le temps, précisément, et la montre, puisque nous avons un certain nombre de contraintes au moment de la pause méridienne et puis à la reprise des travaux en début d'après-midi. Donc, mesdames, messieurs, je me tourne vers mes copupitrier, comme on dit dans les orchestres, je serai donc intraitable d'après les instructions que j'ai reçues de mon collègue et ami Emmanuel Cartier. C'est l'Université de Lille donc, qui organise ce très beau colloque international dans ses centres de recherche divers, de politistes, de juristes, etc. Et donc, sur un sujet comme celui-ci, je crois que c'était tout à fait utile de rencontrer la pluridisciplinarité, pour employer ce mot. Alors, si j'ai bien compris malgré tout le programme général du colloque, hier c'était plutôt sur l'activité parlementaire, c'est-à-dire d'un point de vue un peu collectif, et aujourd'hui c'est plutôt sous l'angle du mandat parlementaire, donc sous un angle plutôt individuel, si je comprends bien la logique de ce colloque. Mais peut-être c'est pas exactement ce que vous allez dire, donc vous voyez, je serai peut-être démenti. Alors, puisque tout le monde est autour de la table, nous allons respecter l'ordre qui nous est proposé, donc nous intéresser d'abord à l'agenda du parlementaire. Vous avez remarqué dans le programme que toutes les interventions de ce matin sont des binômes, c'est-à-dire non pas sur le plan, comme pour être élu conseiller départemental, mais un binôme, c'est-à-dire des communications à deux personnes. Mais ça ne veut pas dire multiplication du temps, ça veut plutôt dire division du temps, vous l'avez compris. Et donc tout d'abord, donc l'agenda du parlementaire, alors c'est un binôme sur le plan du genre qui n'est que masculin, avec M. Jean-Gabriel Contamin, qui est professeur à l'Université de Lille, et puis Rémi Lefebvre aussi, qui est également professeur à la même université. Je ne sais pas dans quel ordre vous intervenez, mais sur ce plan-là, je vous laisse une liberté, c'est à peu près la seule que je vous laisse. Voilà, merci beaucoup. Vous avez donc 20 minutes. Eh bien, merci à vous, Monsieur le Président. Je vais aussi remercier à cette occasion Gilles et Emmanuel donc, pour avoir initié ce beau projet de recherche qui a été l'occasion de travailler ensemble entre le CRDP et le CERAPS et entre juristes et politistes, même si ça ne recoupe pas exactement la division des labos. Merci aussi au Sénat et à l'Assemblée nationale de nous accueillir donc, pour ce colloque. Donc, Anne Nevade, en introduction donc, du colloque, avait souligné l'intérêt d'avoir un équilibre, ou en tout cas un regard croisé entre juristes et politistes, avec l'idée que justement que ces regards peuvent se nourrir et peuvent être largement complémentaires, tant en termes de regard que de méthode. Donc la première journée était plus avec des interventions juridiques, plutôt sur les règles et le temps des parlementaires au Parlement. Ici, on va plutôt voir comment ces règles pèsent sur l'activité pratique des parlementaires, avec l'idée on est obligé dès lors de sortir du Parlement pour étudier le Parlement et le temps, que pèsent aussi les activités hors du Parlement. Ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction, le temps le plus important, alors je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas un temps très important, c'est celui de la circonscription, celui de la profession, on pourrait dire aussi celui de la famille. Et donc cette entrée par l'agenda, elle est supposée permettre justement de prendre en compte le temps du parlementaire au Parlement, mais en le mettant au regard, en quelque sorte, du temps du parlementaire hors du Parlement,
et de penser leur articulation. Donc c'est l'agenda du parlementaire et pas l'agenda parlementaire, ce qui suppose déjà de s'interroger sur qu'est-ce que l'agenda du parlementaire et de revenir au langage ordinaire où on peut distinguer en fait trois définitions, de définition ordinaire et une définition plus scientifique de ce qu'on appelle agenda. On a l'agenda comme objet concret, un registre, un carnet prédaté ou maintenant un registre électronique sur lequel on inscrit jour par jour ce qu'on doit faire. Il peut y avoir un contenu concret, ce qui est un peu différent, c'est l'ensemble des choses à traiter dans une période donnée, donc un emploi du temps avec des activités techniques d'élus, des activités représentatives, des activités politiques. Et puis c'est aussi un concept de science politique, ce qu'on appelle l'agenda politique, avec l'ensemble des problèmes faisant l'objet d'un traitement sous quelque forme que ce soit de la part des autorités publiques et donc susceptibles de faire l'objet d'une ou de plusieurs décisions. Et donc, travailler sur l'agenda des parlementaires, c'est précisément travailler sur l'articulation entre agenda politique, pour partie informée, politique et institutionnelle, je veux dire, pour partie informée de manière extérieure aux députés, même s'il peut parfois, en fonction de sa position ou du sénateur, peser sur celui-ci. Donc c'est des contraintes liées au droit, c'est des contraintes liées au choix de l'exécutif, ça peut être aussi des contraintes liées au choix des responsables de groupe ou des responsables de ceux qui ont des responsabilités dans le Parlement, donc l'agenda parlementaire aussi. C'est l'articulation avec son agenda personnel, c'est-à-dire les problèmes qu'il ou elle souhaite traiter en priorité à un moment donné du temps, par exemple pour se donner les moyens de sa réélection. Donc il y a une dimension de choix, dimension de contrainte, dimension de choix, Gilles en avait parlé dans l'introduction. Et enfin l'agenda matériel, très concrètement, donc, et comment faire en sorte de faire tenir tout cela, comment faire tant de jours dans une heure, comme disait Shakespeare dans Roméo et Juliette. Cet agenda matériel, il a une importance si grande qu'on constate qu'il y a une professionnalisation. Maintenant, il y a même des applications spécifiques. L'agenda des élus, l'outil idéal pour une gestion simple et conviviale de l'agenda partagé du maire et des élus. Vous pouvez trouver sur Internet. Donc, l'agenda matériel, ça va être aussi une source et une ressource privilégiée pour travailler sur cette articulation. Ce qui nous amène à la manière dont on a travaillé là-dessus. On a travaillé, c'est un working in progress, comme on dit, ou un work in progress, sur un corpus, donc, pour l'instant, de 18 entretiens, donc sur 18 députés. Entretiens approfondis qui étaient fondés d'abord sur la base de la photocopie de 3 ou 4 semaines d'agenda recueillis au préalable, qui était la base d'entretien, pour faire parler, en quelque sorte, les agendas. Alors, l'échantillon, j'en suis désolé, là, pour le Sénat, c'était un échantillon, pour l'instant, de députés, et de députés cumulants, on y reviendra, avec un double objectif, saisir la fabrique de l'agenda, qui va être un peu l'agenda du parlementaire comme produit d'une construction politique, donc s'interroger sur la construction politique de cet agenda du parlementaire, et voir ensuite en quoi l'activité parlementaire, on peut la comprendre à partir de cet agenda. Donc ce sera les deux entrées et le plan de cette partie. Alors, on est dans un colloque scientifique, ce qui fait que je vais me permettre quelques remarques méthodologiques introductives, en rappelant que travailler sur cet agenda ou sur l'agenda du parlementaire, ça pose des questions d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on a fait un choix, pour l'instant, de députés cumulants. Il y a un ensemble d'avantages qu'on discutera et un ensemble de limites éventuelles qu'on discutera aussi. Je vais plutôt insister sur le deuxième point, c'est le risque d'artefact agendaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas mené des observations en vue d'appréhender comment concrètement ces agendas s'articulent, sur le modèle du travail de Yves Pourchet ou Laurent Godmer ou Guillaume Marel. Ce qui fait qu'on travaille sur l'agenda théorique et pas l'agenda réel, ce qui peut poser un ensemble de difficultés. Ne pas réduire l'activité d'élu à son activité officielle d'élu. On peut passer du temps sur la gestion des mails. Ça s'articule aussi avec l'activité familiale, quand Alain Juppé va au prix unique. Est-ce qu'il fait de la politique ou est-ce qu'il fait au Monoprix aussi, ou est-ce qu'il fait de sa vie familiale? Ne pas déduire de la présence le type d'activité effectuée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est à Paris qu'on fait de l'activité d'élu national, et ce n'est pas parce qu'on est en circonscription qu'on fait de l'activité d'élu local. Ne pas déduire de la présence le travail, par exemple, d'autant qu'il y a une fonction communicationnelle de l'agenda théorique. Donc, de fait, on va construire l'agenda aussi comme une forme de publicité sur son action, ce qui nous amène à la question de l'agenda du parlementaire comme produit d'une construction politique. Alors, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais insister sur les principaux points en partant d'une citation un peu longue, et ensuite qui va me permettre de décliner des 5 points que j'aurais voulu développer et que je n'aurais pas le temps de développer. Donc c'est un extrait d'entretien avec une question. Et donc techniquement, pour les prises de rendez-vous, comment ça se passe-t-il ? Ce qu'on fait déjà, c'est qu'une des assistantes, ici, est quasiment
dévouée uniquement à l'organisation des journées du député. C'est-à-dire qu'elle va prendre des demandes de rendez-vous, elle va organiser les déjeuners à l'Assemblée avec d'autres parlementaires ou d'autres responsables, elle prépare une pochette. C'est vrai qu'ici, l'organisation est un peu militaire, mais c'est vraiment pour que ça fonctionne bien. Donc c'est réunir toutes les convocations auxquelles le député a été convié, lui organiser un agenda pour que le mardi matin, quand il part à Paris, qu'il ait vraiment une vision de toutes les réunions pour savoir où il peut aller, où il ne peut pas aller. Donc ça, c'est vraiment un gros travail, c'est un peu compliqué. Et puis, pour ce qui est de l'organisation de rendez-vous ici en mairie, on essaye de bien organiser les choses pour savoir si c'est pour le maire ou pour le député qui est sollicité. Donc si c'est le député, c'est nous qui prenons le rendez-vous et qui le soumettons au maire. Mais le problème, c'est que l'agenda, il est partagé avec tout le monde. Donc même si on a des demandes, en fonction des casquettes de l'élu, ça suppose une synchronisation avec tous les cabinets. Donc avec les assistantes, on cherche ensemble une date. On a toutes un accès partagé à l'agenda. Donc après, on se synchronise ensemble. Ça montre quoi? 5 points. Premier point, que le travail parlementaire, c'est un très fort investissement en temps. Un très fort investissement en temps qui suppose une densification, une rationalisation du temps du parlementaire. Cette rationalisation, ce n'est pas son travail individuel, mais c'est un travail collectif. On voit bien que les rendez-vous sont pris par d'autres que lui. Que cette rationalisation, elle a ses limites, si bien qu'on est entre rationalisation et bricolage. Et enfin que, en dépit de ces limites, on va mettre en place un ensemble de formes de gestion de l'imprévisibilité. Donc 5 points que je vais sur lesquels je vais aller très rapidement. Donc c'est les résultats de l'étude à ce stade-là. Un très fort investissement en temps, les 2 fois 35 heures, c'est dire que, grosso modo, sur notre échantillon, ce qui est assez conforme à ce que Olivier dira cet après-midi, je pense, on arrive à 70 heures de travail, grosso modo. 70 heures de travail, ça veut dire une amplitude d'horaire très importante, c'est-à-dire, alors il faudrait prendre des exemples, mais on va passer rapidement. Deuxième élément, ça suppose de densifier le temps du parlementaire. Densifier le temps du parlementaire, ça se passe notamment par l'imbrication, voire la gestion conjointe des emplois du temps public et privé. Peu de vacances, le temps de déjeuner est souvent, voire systématiquement, temps de travail. Surtout, on va avoir tendance à associer les conjoints. Même si on n'a pas des données exactes, il est courant pour le parlementaire de recruter sa conjointe comme assistante, alors ça peut être pour d'autres raisons, mais c'est notamment aussi pour que les conjointes puissent accompagner les élus dans leurs déplacements ou à l'Assemblée, c'est-à-dire l'idée que le temps privé et le temps de loisir se confondent souvent avec le temps politique, un floutage qui est du reste intégré par les collaborateurs de l'élu. Donc c'est ce que nous dit un élu, c'est ma secrétaire qui gère tout mon emploi du temps, les vacances, aller manger chez un ami, le médecin. Elle doit d'ailleurs mieux connaître ma vie privée qu'elle ne connaît peut-être celle de son compagnon. Ce qui suppose un important travail agendaire et l'idée que c'est un travail collectif. Travail collectif, ça veut dire que, pour l'essentiel, sur les parlementaires qu'on a rencontrés, ce ne sont pas eux qui gèrent leur agenda, ils ne tranchent le plus souvent que les arbitrages les plus problématiques et valident en bout de chaîne un long travail préparatoire qui revient à d'autres personnes. Donc un des entretiens nous dit « on gère sa vie, on connaît toute sa vie ». Et un parlementaire nous dit « j'ignore même ce que je ferai ce soir, c'est ma secrétaire qui m'indique où je dois aller, ce qui est prévu ». Donc cette délégation, elle est fondée sur une relation de confiance, de loyauté. Elle est facilitée notamment par les nouvelles technologies. Toutefois, cette rationalisation, elle a ses limites. C'est l'impossible rationalisation entre rationalisation et bricolage. Donc pour une part, il y a un souci de rationaliser l'agenda en prenant en compte d'un côté l'agenda institutionnel, avec les rendez-vous incontournables, réguliers, notamment le fait d'être le mardi et le mercredi à l'Assemblée nationale. Il y a d'autre part le souci de segmenter le temps, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir des journées qui sont rattachées à chacun des mandats. Le troisième élément, c'est essayer de contrôler l'accessibilité et de filtrer l'accessibilité. Toutefois, cette rationalisation, elle a des limites. C'est d'abord l'enchevêtrement des agendas, notamment pour nos élus cumulants, c'est-à-dire que vous avez un ensemble d'agendas institutionnels et ils ne peuvent pas toujours être mis ensemble. C'est les perturbations des agendas, c'est l'idée qu'il y a un ensemble d'événements qui ne sont pas prévus ou prévisibles et qu'il va falloir faire rentrer dans l'agenda. Donc, je ne prendrai pas la citation qui le montrait très bien, ou les citations qui le montraient très bien. Autrement dit, l'agenda est un work in progress dépendant largement de facteurs exogènes, variables, contingents, et que les élus sont pris dans une tyrannie de l'urgence, avec souvent, en corollaire, l'impossibilité ou la difficulté de réfléchir, de prendre du recul, de lire même le journal et un sentiment d'asphyxie. Il y a toutefois des formes de gestion de l'imprévisibilité. On en a distingué un ensemble. Premièrement, combiner la rationalisation et l'adaptabilité, grosso modo, se prévoir des marges de manœuvre dans l'agenda. Deuxième élément, c'est la lutte contre la réunionnite, en distinguant les réunions qu'on organise et les réunions qu'organisent les autres, avec l'idée que les unes sont bien et les autres sont des voleurs de temps.
C'est la pratique du multitasking, c'est-à-dire que vous allez dans les réunions des autres, mais vous allez y faire autre chose. C'est aussi la valorisation sacrificielle du rapport à l'urgence, donc avec la perception d'un rapport vocationnel, sacrificiel, et l'idée que finalement l'agenda devient un argument électoral, et qu'il permet certes de mettre en avant un ensemble d'activités, mais aussi de le mettre en avant vis-à-vis des électeurs, ce qui nous amène ensuite au rapport entre l'agenda et les activités réelles, donc l'activité parlementaire vue par l'agenda. Bien, il me reste 8 minutes. Donc gestion du temps, densification, rationalisation et bricolage. Bien, donc moi, il m'est choix d'aborder le deuxième point, c'est-à-dire ce que nous donne à voir du travail parlementaire l'agenda, avec les limites artefactuelles que Jean-Gabriel a énoncées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ne pas être... l'agenda n'est pas une porte, une fenêtre qui éclaire totalement les activités pratiques du parlementaire. Alors, je vais aborder 3 points. D'abord, le dosage entre la circonscription et le Parlement. Deuxième point, les stratégies d'ubiquité et la fonction de représentation territoriale de l'activité parlementaire, qui est un des résultats majeurs de notre étude et qui n'est pas du tout, qui est classique. Hein. Les députés sont avant tout des députés de leur circonscription. Et puis troisièmement, essayer de donner quelques informations et points d'analyse sur l'activité législative du député. Alors premier point, donc la division circonscription assemblée qui est très structurante et qui divise notre corpus en 3 groupes à peu près de députés, et c'est assez conforme aux analyses quantitatives d'Olivier Costa et Éric Kerrouche. C'est-à-dire en gros 80% des députés qui se limitent à une présence à l'Assemblée le mardi et le mercredi, 10% des députés qui vont moins que 2 jours par semaine à l'Assemblée, et puis 10% qui consacrent plus que ces 2 jours en moyenne à l'activité parlementaire. Alors l'arbitrage terrain-circonscription, c'est une des priorisations, des hiérarchisations les plus structurantes de l'activité agendaire. Et à cette division du travail s'ajoute aussi aujourd'hui, et ça c'est très important dans notre enquête, le fait que nos députés, qui sont des élus locaux, hein, il faut le rappeler, sont de plus investis dans la production de l'action publique. Hein, et donc il y a une technicisation du métier d'élus. Les élus de plus en plus sont des technotables, comme le dit Jean-Pierre Gaudin, c'est-à-dire à la fois des technos, c'est-à-dire des techniciens de l'action publique, et des notables, c'est-à-dire, selon la figure classique du métier politique, des élus qui cherchent à marquer et à s'enraciner dans le territoire. Alors, il y a quelques variables qui structurent en fait ce dosage entre la circonscription et le Parlement. Alors je les donne, je les liste, et puis donc la congruence des territoires d'élection, c'est-à-dire quelle est la place de la commune ou du canton dans l'ensemble de la circonscription, hein, le nombre de communes dans la circonscription, ça aussi c'est très important, c'est un facteur très déterminant de l'investissement parlementaire. C'est pas du tout la même chose d'avoir 2 communes sur sa circonscription et d'en avoir 65 ou 70 comme certains députés de notre corpus, qui démultiplient de manière considérable le travail de représentation. Le niveau d'implantation et la durée dans le mandat, c'est pas la même chose d'être jeune député et donc un député à Paris inexpérimenté qui par ailleurs doit travailler l'implantation de sa circonscription, et en même temps un député qui connaît les rouages de l'Assemblée, qui sait s'y évoluer, qui connaît les règles pour être un bon législateur, et en même temps qui est implanté localement. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'âge fonctionne de manière univoque, puisque vous avez aussi des députés plus âgés qui ont fait le deuil du travail législatif et qui peuvent aussi, même en étant bien implantés, se concentrer sur l'implantation locale. Le caractère compétitif de la circonscription joue aussi un rôle très important. Un député qui a été élu de peu à une élection législative aura plutôt tendance à privilégier le travail en circonscription pour sécuriser son implantation. Et puis, il faut évoquer 2 autres facteurs. Le type de cursus, hein, c'est-à-dire est-ce que l'élu cherche
à devenir ministre cherche à compter au niveau national, ou est-ce qu'il cherche essentiellement à consolider une implantation locale? Et puis, dernier élément, dernière variable de ce dosage très important, qui est un élément matériel, c'est la distance à la capitale. C'est pas du tout la même chose d'être député à Lille et député au sud de la France, dans un coin reculé, peu desservi en termes de transport. Matériellement, ça pèse évidemment énormément sur le travail parlementaire. Deuxième point, donc le travail de représentation, ce que nous avons appelé les stratégies d'ubiquité. Donc ça, c'est un élément fondamental. L'importance du travail de représentation, ce travail relationnel présentiel multiforme qui engage physiquement le député sur la circonscription, qui appartient à son rôle, donc c'est une prescription de rôle. Un député qui dérogerait à ce travail de représentation, même si on peut en nuancer les limites en termes de proximité effective, ce député qui dérogerait à ce travail de proximité est stigmatisé par ses concurrents, et donc il n'a pas le choix, il doit se livrer à ce travail de représentation. Bon, qui est un travail de marquage du territoire. Alors là, juste quelques points. Le premier, c'est la confusion entre ce travail de député de l'élu local, c'est-à-dire que le député là se confond avec sa fonction d'élu local, et sa fonction de représentation, c'est celle qu'il mène par exemple quand il est maire. Le citoyen ne dissocie pas le député de l'élu local, il associe les deux. Quand il va voir son député dans sa permanence, c'est le maire aussi qui sollicite, et peut-être même plus le maire que le député. Ensuite, le marquage du territoire, je l'ai évoqué. Alors, une dichotomie dans le rapport au temps qui a été évoquée dans les entretiens, c'est saut de puce versus savoir perdre son temps, c'est-à-dire une stratégie de marquage du territoire, c'est être partout sur le territoire, mais peu de temps, avec le caractère contre-productif que va avoir cette stratégie, c'est-à-dire le papillonnage, ou inversement, savoir perdre son temps, c'est-à-dire savoir donner son temps aux citoyens, savoir prendre le temps de la discussion, mais évidemment, ce qui suppose que ça obère évidemment le capital temps du parlementaire. Et donc, ces deux stratégies temporelles du marquage du territoire sont opposables, sont dosables et varient selon les députés. Les permanences, alors ça c'est une constante de ce travail de proximité, de représentation. La permanence, c'est au moins pour un député une demi-journée par semaine, parfois plus, parfois une journée et demie pour les jeunes députés, je pense à un en particulier. Ce travail de permanence pouvant être délégué néanmoins à des assistants. Et donc là, il y a un dosage entre la délégation à l'assistant et celle aux parlementaires. La saisonnalité de la proximité, ça, c'est intéressant aussi dans le rythme annuel du parlementaire. La proximité, ce travail de proximité, il est variable selon les périodes de l'année. En janvier, c'est les vœux, les vœux qui sont impressionnants. C'est quasiment tous les soirs du mois de janvier, des vœux sur la circonscription. Et ça, c'est un travail incontournable dont on peut peut-être douter de l'efficacité électorale parce que est réunie dans les vœux peut-être pas la population entre guillemets la plus. C'est déjà une population insérée politiquement qui est mobilisée dans ces rendez-vous. Les fêtes d'école en juin, les forums d'association en septembre. Bref, donc il y a des temps. Il y a des temps de la proximité, les braderies. Alors, par exemple, un député nous explique que les braderies, c'est un moment incontournable, parce qu'on voit une population qui est bigarrée, qui sort un petit peu de l'endocratie que les élus fréquentent dans les manifestations traditionnelles. Alors, pour quelle efficacité électorale ça, c'est très important parce que les députés commencent à se rendre compte du rendement décroissant de ce travail de proximité. C'est-à-dire qu'à la fois, il prend beaucoup de temps, il monopolise beaucoup les équipes et la proximité, comme me dit un député, ça a eu payé. Ça a eu payé, c'est-à-dire il n'est plus sûr que la proximité permette de rentrer directement en contact avec la population et il n'est pas sûr que finalement la proximité notabilière traditionnelle garantisse l'élection et la réélection. Donc j'en viens au troisième point, et je serai très très court, mais vous avez compris que ce n'est pas la dimension centrale de notre travail, c'est l'activité de parlementaire. Alors j'ai
Jean-Gabriel, tu peux peut-être mettre les divers points. Donc, l'investissement globalement dominant, il est minimal, hein, le mardi et le mercredi. Alors, il pèse beaucoup dans l'emploi du temps parce que ça veut dire qu'il faut arriver, si on habite loin de Paris, le lundi soir. Éventuellement, on rentre le jeudi soir. Hein, mais le temps concret à l'Assemblée, c'est bien le mardi et le mercredi. Alors, dans les figures de députés investis, l'idée que je voudrais mettre en avant, c'est l'idée que le député cherche une niche. Hein, il cherche une niche liée à son expertise, liée à ses dispositions, à la fois au sens d'appétence et de compétence, pour développer un domaine d'action publique dans lequel il peut mobiliser un intérêt, au sens d'intérêt A et intérêt pour. Un intérêt, ça l'intéresse. Un intérêt, il a intérêt électoral à développer ce point de vue par rapport à sa circonscription. Et donc, développer une niche d'action parlementaire, c'est compliqué, ça demande du temps. Pour les jeunes députés, un investissement considérable. Ensuite, la variable de l'âge et de la longévité. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Je vais l'évoquer dans un sens inverse. Les jeunes députés sont parfois très enclins à vouloir s'investir dans l'activité législative, alors même qu'ils ont une implantation fragile, et souvent ils déchantent. Hein, ils déchantent parce qu'ils se rendent compte que c'est très difficile de se faire une place comme législateur à l'Assemblée, et qu'au fond, cet investissement, en plus, n'est pas forcément valorisable et rentable électoralement. Voilà. Et puis, dernière variable très importante, la variable de l'opposition et la majorité. Hein, cette activité, évidemment, parlementaire est très diversement investie quand on est dans l'opposition, où elle apparaît difficile, et quand on est dans la majorité. Et là, évidemment, le fait que l'alternance se multiplie, donc le rythme de l'alternance impacte aussi sur cet investissement. Alors, je conclus juste en une minute. Je voulais, mais je vois que le professeur de Rosier n'est pas dans la salle, parce que je voulais profiter de cette conclusion pour répondre sur la question du cumul. Hein. Ce qu'on voit quand même au terme de notre analyse qualitative, c'est le très très fort investissement territorial du député. Hein. Ça peut paraître banal comme conclusion, mais c'est quand même, elle est massive. Ce résultat est massif dans notre enquête. Et donc, la question est de savoir si effectivement le député, quand il sera déchargé de ses tâches d'exécutif local, investira dans la fonction législative, ou au contraire cherchera à sécuriser son implantation par d'autant plus de proximité au niveau local. Proximité, contrairement à l'argument fallacieux de ceux qui défendent le cumul, qui est assuré par le mode de scrutin uninominal de circonscription, qui de fait ne va pas supprimer le lien au territoire. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, de ce rapport tout à fait stimulant en début de matinée, et en plus d'avoir réussi le tour de force de maîtriser le temps et la technique, puisque en fait vous avez tenu dans les 20 minutes à peu près qui vous étaient imparties. Alors vous avez terminé par une question effectivement qui me venait à l'esprit immédiatement en vous écoutant l'un et l'autre, qui était qu'est-ce qui va se passer avec la fin du cumul des mandats. Vous avez répondu. Il est intéressant de constater que votre étude n'a porté que sur des députés cumulant. Alors, je laisse de côté le fait que vous n'avez pas traité les sénateurs, même si nous sommes au Sénat, mais que sur des députés cumulants, et donc il y a quand même quelques députés qui ne sont pas cumulants à l'heure actuelle. Donc, est-ce que ça change beaucoup les choses par rapport à la maîtrise de l'agenda? De même, et n'y voyez pas un reproche, parce que je suis moi-même provincial, vous avez travaillé sur des députés, si j'ai bien compris, de province. Est-ce que, pour des députés parisiens, il y en a quand même quelques-uns, ou de la toute proche banlieue, est-ce que la situation est très différente dans la gestion du temps? Vous avez évoqué, bien sûr, de manière tout à fait intéressante, les déplacements, l'éloignement. C'est pas la même chose si on habite Nice ou si on habite Strasbourg pour venir à Paris. Mais pour un député de Seine-Saint-Denis, évidemment, le problème est un peu différent, sauf quand il y a des problèmes de transport pour venir depuis la Seine-Saint-Denis. Mais donc tout cela effectivement est intéressant, mais doit être peut-être relativisé par d'autres figures. Et puis une petite remarque pour faire plaisir aux dames qui sont présentes dans la salle, c'est que vous avez fait preuve d'une forme de sexisme, si j'ose dire, mais ce sont les activités parlementaires, ou plutôt les parlementaires, parce que vous avez parlé du fait que les députés avaient leur conjointe comme assistante. Et qu'en est-il éventuellement dans l'autre sens? Y a-t-il des conjoints qui sont les assistants des parlementaires? Mais vous voyez, tout ça pour vous dire que j'ai écouté avec grand intérêt tout ce que vous avez dit.